Alors, méfiez-vous des magiciens. Méfiez-vous des magiciens. En 32 ans de vie publique, je n'ai jamais vu des magiciens. Ce que j'ai vu, c'est des citoyens responsables qui ont travaillé ensemble pour bâtir un pays. Ce soir au Point, le Rassemblement pour le non dans la région de Montréal. Jean Chrétien tente de bloquer la montée du oui dans les sondages. Et la bataille pour les indécis, la vraie bataille du référendum, se livre dans les salons et les cuisines, où des militants des deux options tentent de convaincre les indécis de se brancher. Bonsoir, ici Raymond Saint-Pierre, bienvenue au Point. Eh bien, ce soir avait lieu un des événements les plus attendus de la campagne référendaire, surtout pour les partisans du non. Les trois ténors du non, messieurs Chrétien, Charest et Johnson, avaient à relancer une campagne qui donnait des signes de fatigue ces derniers jours. Des rangs du non montaient des appels au changement. On demandait à M. Chrétien de s'engager à faire des changements constitutionnels pour répondre aux arguments du oui, pour faire bouger les indécis. Ce soir, M. Chrétien disait qu'après le référendum, la porte serait ouverte à des changements constitutionnels. Il s'est dit en faveur du concept de société distincte pour le Québec. Il a évoqué une forme de droit de veto pour le Québec. Pour discuter de l'impact des discours de ce soir, nous rejoignons au Québec le politologue Guy Laforêt de l'Université Laval. Monsieur Laforêt, bonsoir. Bonsoir. Et nous avons en studio avec nous Monsieur Stéphane Dion, politologue de l'Université de Montréal. Bonsoir, Monsieur Saint-Pierre. Bonsoir. Alors, vous avez suivi les événements de ce soir. Avant d'aller plus loin, je vous propose de rejoindre mon confrère Michel Cormier, qui se trouve à l'auditorium de Verdun, où avait lieu cette réunion ce soir. Michel, bonsoir. Bonsoir, Raymond. On parlait donc de morosité dans les troupes du non avant l'Assemblée de ce soir. On attendait beaucoup là, de ces orateurs pour relancer la campagne. Alors, est-ce que ça a vraiment changé les choses? Est-ce que vous avez senti un nouveau vent dans les troupes du non? On sentait beaucoup d'enthousiasme, on sentait aussi beaucoup de soulagement au fait que les trois chefs disaient la même chose, surtout sur la question des réformes. M. Johnson n'a pas été très explicite. M. Chrétien a dit ce qu'il a toujours dit, n'a pas proposé rien de neuf, peut-être un peu dans le ton. M. Charest s'est rallié un peu. Alors, les gens étaient surtout soulagés de voir qu'il n'y avait plus ce genre de désarroi et de mésentente là, qui était très apparente hier avec le cri de cœur de Pierre Paradis, le ministre québécois, qui demandait au Canada anglais de faire un geste désespéré pour sauver cette campagne-là. Est-ce que les gens sentaient vraiment qu'il y a une relance de la campagne? Est-ce que ça a vraiment enthousiasmé les partisans? Bien, pour une fois, on entendait du patriotisme. C'était un peu le cri de cœur de M. Chrétien. M. Charest s'est soulevé les foules. Les gens attendaient de bonnes raisons, des raisons du cœur, de voter pour le non, de voter pour le Canada. Et c'est un petit peu le changement de ton, pas de cap, que les fédéralistes veulent donner à leur campagne, pour essayer de concurrencer Lucien Bouchard et le camp des oui sur le terrain de l'émotivité qu'ils occupent là, pleinement maintenant depuis le virage de la campagne souverainiste. Est-ce qu'avant l'Assemblée de ce soir, vous sentez que chez les partisans, il y avait un peu de déprime? On ne sentait pas de déprime. Les gens sont quand même confiants. Rationnellement, ils se disent les indécis vont aller du côté du non, mais il y a beaucoup d'inquiétudes. Faut dire ici que nous sommes à Verdun, dans l'ouest de Montréal. Donc, l'auditoire ici n'était pas le plus nationaliste des libéraux provinciaux du Québec, comme M. Paradis, qui s'attendait peut-être à plus de M. Chrétien, à des changements plus précis, constitutionnels. Alors, les gens n'étaient pas... Il n'y avait pas de déception à ce niveau-là, qui peut peut-être avoir lieu dans des régions du Québec qui sont plus nationalistes que l'ouest de Montréal. Qu'est-ce qui a surtout fait réagir la foule, alors? Qu'est-ce qui a soulevé l'enthousiasme? Il y avait des applaudissements, c'était des partisans, mais quand même, il y a des choses, là. Qu'est-ce qui a surtout fait réagir la foule? Ce qui a fait réagir la foule, c'est quand Jean Chrétien est sorti de son texte à la fin de son discours. Jusque-là, il avait parlé sur un ton très solennel, un ton d'homme d'État, de chef d'État. C'était le plan de match et on nous avait dit au bureau du premier ministre aujourd'hui, M. Chrétien sortira beaucoup du texte. Il ne l'a fait qu'à la toute fin du discours. Et c'est à ce moment-là qu'on a vu le Jean Chrétien qu'on connaît, le Jean Chrétien qui aime le Canada, qui a fait une démonstration de patriotisme. C'est à partir de ce moment-là que la foule s'est soulevée. Et Jean Charest, qui est venu un peu bonifier le discours de Jean Chrétien en disant « Je mets ma crédibilité en jeu, je fais confiance en la parole de Jean Chrétien », le discours de Charest était celui qui a été le plus enlevant pour la foule. Et Jean Charest était très important dans cette soirée parce qu'il venait
donner une crédibilité aux promesses de changement de Jean Chrétien. On sait que M. Chrétien est associé à la réforme de 82, au rapatriement unilatéral, qu'on l'associe à la mort de Mitch. M. Charest, on le sait, était l'artisan d'une réforme de Mitch, mais il ne porte pas le même fardeau que M. Chrétien. Alors, M. Charest donnait cette crédibilité-là aux gens, aux fédéralistes qui sont un peu déçus, qui voudraient voter non, mais qui se sentent un peu prisonniers du discours très dur de la campagne des fédéralistes. Alors, à ce compte-là, on avait l'impression qu'il y avait un genre de complémentarité ou de complicité parfois. Oui, je dirais même complicité, Michel, parce que bon, on a même fait de l'humour, on se renvoyait la balle. C'était quand même un ton assez étonnant entre un conservateur et un libéral. Oui, mais c'est surtout M. Charest qui a fait de l'humour. M. Chrétien était très prudent et la clé ce soir, c'était de ne pas mentionner même le nom de Lucien Bouchard. Ça, on a été très prudent. On n'a pas mentionné presque. M. Parizeau à très peu de reprises. Quand il y a eu des huées aussi, M. Chrétien a demandé à la foule de respecter les autres. C'est quand même étonnant, ça, non? On sait que sur le terrain de la crédibilité, que M. Bouchard est à peu près inattaquable au Québec. Alors, le camp du non se disait il faut mettre contre M. Bouchard quelqu'un qui a le même genre de crédibilité. On sait que c'est Jean Charest. On ne voulait pas le sortir trop durant la campagne. Maintenant, il a presque déplacé Daniel Johnson comme le numéro 2, si on veut. Maintenant que M. Chrétien va prendre presque l'avant-scène de cette campagne-là, il a annulé des engagements. Il va être beaucoup plus présent au Québec. Il fait son adresse à la télévision demain soir, mais on voulait surtout éviter de ne pas attaquer personnellement M. Bouchard. C'est pour ça qu'on ne l'a pas nommé. La seule référence indirecte que M. Charest a fait, il a dit « Moi, je connais le Canada ». Implicitement, ça voulait dire que Lucien Bouchard ne connaissait pas le Canada et ne savait pas ce dont il parlait en disant que le Canada négociera, mais tout ça était très subtil et très indirect. Michel Cormier, vous avez parlé aux gens de l'entourage de M. Chrétien. Alors pourquoi cette adresse à la nation, comme ça, annoncée à la dernière minute? Qu'est-ce qu'on veut faire brièvement? Je doute qu'il y ait un changement dans le discours. On ne verra probablement pas M. Chrétien faire des changements constitutionnels demain, mais on s'est plaint beaucoup de la couverture du discours de M. Chrétien à Québec la semaine dernière, et je crois que M. Chrétien veut s'adresser aux Québécois sans le filtre des médias, sans que son discours soit découpé en petits morceaux au bulletin de nouvelles et dans des émissions comme Le Point, pour pouvoir vraiment passer son message directement aux Québécois sans qu'il soit filtré. Michel Cormier, je vous remercie bien. De rien, Raymond. Merci. Eh bien, en parlant de débiter les discours, on a débité les 3 discours. On a un peu parlé de M. Johnson, mais il a fait un discours lui aussi. Alors, M. Laforêt et M. Dion, je vous invite d'abord à revenir donc sur un montage qu'on a fait de plusieurs extraits des discours des 3 ténors du non. Et ensuite, on pourra discuter donc à bâton rompu de l'impact de ce qui s'est passé ce soir. Aujourd'hui, partout au Québec, les gens réfléchissent. Ils pensent à leur avenir, à celui de leurs enfants et de leur famille. Ils pensent à l'importance cruciale de la décision qu'ils ont à prendre et se posent des questions légitimes. Pouvons-nous mieux réaliser nos espoirs et nos rêves en bâtissant le Canada ou en le détruisant? Pouvons-nous mieux réaliser des changements positifs et réalistes en bâtissant le Canada ou en le détruisant? Il n'y a qu'une réponse à ces questions, c'est de continuer à bâtir le Canada. Pendant cette campagne, j'ai écouté mes compatriotes du Québec dire qu'ils sont profondément attachés au Canada. Cela dit, ils ont également indiqué qu'ils désirent voir ce pays changer et évoluer dans le sens de leurs aspirations. Ils veulent voir le Québec reconnu au sein du Canada comme une société distincte par sa langue, sa culture et ses institutions. Je l'ai dit, et je le répète, je suis d'accord. Pour assurer le changement et la modernisation du Canada, aucun moyen n'est exclu. Ce qui compte, c'est que ces changements soient réalistes et correspondent à la volonté des citoyens. En votant non, nous rejetons l'option de la séparation. Un non n'équivaut pas à renoncer à quelque position, que ce soit relative à la Constitution canadienne. Nous garderons ouvertes toutes
les autres voies de changement, y compris les voies administratives et constitutionnelles. Tout changement des compétences constitutionnelles du Québec ne se fera qu'avec le consentement des Québécois. Lorsqu'on leur demande est-ce qu'il y aura des coups de transition, on nous répond non, il n'y en aura pas de coups de transition. Ces mêmes gens-là, lorsqu'on leur demande est-ce que le libre-échange, ça va continuer, on dit non, il n'y a pas de problème. Même si le principal porte-parole du président américain dit qu'il ne faut rien prendre pour acquis, que tout sera remis en question, on l'envoie paître parce que lui, s'il donne pas la réponse qui fait l'affaire, ben il comprend pas. C'est pas de ses affaires dans le fond. C'est ça la réponse que vous fait le camp du oui. Et lorsqu'on pose une question embêtante, lorsqu'on parle du dollar, ben on vous dit aussi, alors que le dollar, ben ça touche notre vie de tous les jours. C'est nos transactions, c'est le commerce, nos hypothèques, nos rires, c'est les transactions que nous faisons dans notre vie de tous les jours. Et quand on leur parle de ça, ben, il n'y en aura pas de problème. Rien ne changera. On pensait un jour entendre une seule bonne raison, une réponse qui allait tenir. Finalement, ils ont trouvé la réponse à toutes les réponses. C'est comme si c'était une question à choix multiple, hein? Alors on demande, ben, il va arriver quoi? Ben, si vous n'aimez pas la réponse A, qu'il n'y aura pas de coût, si vous n'aimez pas la réponse B, que le libre-échange va continuer, si vous n'aimez pas la réponse C sur le dollar, ah ben, c'est la réponse D qui est bonne. Ça va être magique! Et si nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce que nos ancêtres et nos parents n'ont pas blâmé les autres gouvernements parce qu'on avait un déficit au Québec. Et mesdames et messieurs, on a fait la révolution tranquille au Québec parce que Jean Lesage était un homme responsable, Jean-Jacques Bertrand l'était, Daniel Johnson père était un homme responsable, Robert Bourassa l'était, René Lévesque l'était également. C'est parce qu'on a pris nos responsabilités qu'on est ici aujourd'hui. La locomotive du changement canadien est sortie de la gare et la voie est tracée. Et les changements qui se présentent maintenant à l'horizon, justement, convergent vers des changements que réclament les gouvernements du Québec depuis les 30 dernières années. Des changements qui nous permettront de rééquilibrer les responsabilités, de faire en sorte que le gouvernement du Québec puisse assumer une plus grande autonomie. Mes chers amis, le camp du Canada représente ce changement. Le camp du Canada, le camp du non, s'est commis à ce changement. Ce soir, j'ai dans ma poche de veston un document, un manifeste. J'en ai des choses dans mes poches de veston. Un manifeste du non. Manifeste auquel a souscrit le premier ministre du Canada, auquel a souscrit M. Johnson, auquel a souscrit ceux et celles qui militent pour le non. Un manifeste qui dit clairement que oui, il y aura du changement et que ce changement ira justement vers et converge vers les intérêts du Québec. Et c'est un changement qui ne se fera pas sans l'accord du gouvernement du Québec et sans l'accord des Québécois et Québécoises. La seule véritable indépendance, celle qui passe par l'emploi, celle pour laquelle la liberté a un sens. Lorsqu'il y a la liberté économique des familles québécoises, la vraie liberté peut s'exercer. Et seul le non, seul le Québec dans le Canada peut assurer cette véritable liberté, cette véritable indépendance des Québécoises et des Québécois. Monsieur Parizeau, vous allez vous apercevoir qu'une vague d'énergie qui part de cette salle et qui va se faire sentir partout au Québec. Le courant passe dans le camp du non, il passe de l'espoir à la certitude que le Canada va évoluer et s'adapter dans l'intérêt du Québec, des Québécoises et des Québécois.
Alors, messieurs Laforêt, monsieur Dion, d'abord, est-ce que, bon, il y a vraiment une vague d'énergie qui va se dégager de cette Assemblée ce soir, qui va relancer la campagne du non, qui va au moins stopper l'avancée du oui? Est-ce qu'il y a là, dans cet événement-là, la possibilité qu'on change les choses? Il y a surtout la marque de la gravité de la situation. On est en train de, oui ou non, décider si on va se séparer du Canada. Et tous les discours ont martelé ce thème pour mettre les gens devant la réalité. On ne discute pas d'un changement constitutionnel à l'intérieur d'un même pays. On est en train de décider si oui ou non, on va faire une déchirure. Et la phrase la plus importante, c'est celle de M. Chrétien. Les Québécois font face au choix crucial de continuer à bâtir le Canada ou de briser ce pays. Et c'est ça qui a été expliqué. Et je pense que ça va mettre, en effet, les électeurs devant la gravité de l'enjeu. M. Laforêt, il y a des gens pour le oui qui ne croient pas que, bon, le 31 octobre, le pays sera brisé, justement, que ce sera vraiment une autre étape pour une meilleure position pour négocier avec le reste du pays. Est-ce que vous croyez que ces discours-là auront un impact chez ces gens-là? Le thème fondamental, c'est celui de la confiance. En qui est-ce que les Québécois, le 30 octobre prochain, pourront avoir le plus confiance? Or, moi, ce qui m'a frappé ce soir dans le discours de M. Chrétien, c'est l'insistance sur le mot « consentement ». Dorénavant, le premier ministre du Canada nous amène à croire qu'il n'y aura pas de changement constitutionnel sans le consentement du gouvernement du Québec, sans le consentement des Québécois. Or, et moi, c'est une des questions auxquelles j'ai consacré le plus de temps ces dernières années, la même personne a contribué avec M. Trudeau en 1982 à bouleverser les institutions du pays sans le consentement du gouvernement du Québec, de l'Assemblée nationale et du peuple québécois. Comment les Québécois, sur une question fondamentale, peuvent-ils faire confiance à quelqu'un qui a rénové les institutions 2 ans après le référendum de 1980, après les promesses de M. Trudeau, comme ce soir, 6 jours avant le référendum, et tout ça sans le consentement des Québécois? Il me semble là que le non ce soir s'est présenté sur la question fondamentale du consentement dans une nudité totale. Mais M. Laforêt, vous croyez que le oui, donc, c'est briser le pays, comme le dit M. Chrétien, le disaient les autres orateurs aussi? Bien, écoutez, il est très clair que les porte-paroles du non ont essayé depuis le début de la campagne, depuis en fait presque 1 an, de nous dire que l'enjeu, c'était ce qu'ils appellent la séparation. C'est leur façon de présenter les choses. Or, dans cette campagne-ci, parce qu'ils sont tombés dans une certaine ivresse de la démesure, en quelque sorte, je crois que ce qui est en train de se passer, c'est qu'ils sont allés trop loin. Or, il me semble clair que, encore une fois, je reviens au thème de la confiance, les leaders du oui disent en gros ce qui suit. Ils demandent aux Québécois un mandat qui va effectivement leur donner les moyens de proclamer la souveraineté, mais qui va leur donner aussi les moyens de présenter une offre formelle de partenariat économique et politique au reste du Canada. Il est clair que les leaders du oui font appel à la confiance des Québécois. Parce que si les négociations échouent, il est vrai que le gouvernement du Québec aura un mandat de proclamer la souveraineté. Mais la tâche de M. Parizeau et de M. Bouchard, c'est d'essayer de convaincre les Québécois, et il semble bien qu'ils sont en train de réussir, qu'ils ont absolument besoin d'avoir cette carte d'atout-là, la possibilité de proclamer la souveraineté, pour que les négociations puissent être fructueuses avec le Canada. C'est ça l'enjeu du 30 octobre, c'est les deux. C'est la souveraineté et c'est le partenariat. Mais M. Dion, on parle de souveraineté quand même dès la victoire d'un oui, non? On parle d'une chose et de son contraire. Ce n'est pas la souveraineté et le partenariat, c'est la souveraineté et une offre de partenariat qui est extrêmement fragile. Si on regarde les dossiers les uns après les autres, l'économie, le oui a perdu la campagne. Les gens comprennent qu'il y aura des coûts, ou du moins devraient le comprendre, parce que tous les chiffres que M. Parizeau a sortis étaient tellement berlificotés qu'aucun analyste ne les a pris au sérieux, et M. Bouchard refuse d'en donner. La réalité nationale, le Québec n'a jamais été aussi français qu'au moment où on se parle. Les préoccupations pour le français est si faible que M. Parizeau n'a même pas pensé à mettre cette question dans son avant-projet de loi en décembre dernier. Tout ce qui reste, c'est la reconnaissance constitutionnelle. C'est le seul point. Et c'est le seul point sur lequel le oui fait campagne constamment. Et le seul point à propos duquel Guy Laforêt parle depuis des années, en effet. Reconnaissance constitutionnelle du Québec. Alors, c'est pourquoi, je pense, M. Chrétien, demain, veut parler à la nation directement, comme l'a dit M. Cormier tout à l'heure. C'est qu'il a dit des choses tellement graves, tellement importantes, que les Québécois doivent entendre, et il craint que demain, dans les journaux, le seul titre qu'on retrouve, c'est « Chrétien reste vague sur la clause de société distincte ». Si j'avais le temps, je vous en dirais beaucoup sur cette clause de société distincte.
De toute façon, le Canada se décentralise. Depuis 82, je suis capable de le démontrer. Ça a été fait, on a fait le débat. Jamais on a vu de répliques sérieuses de la part de nos interlocuteurs souverainistes. Le Canada se décentralise, les mentalités se décentralisent, les individus hors Québec, les citoyens hors Québec aussi veulent le plus de décentralisation. Et ce soir, nous avons entendu le dernier bastion centralisateur du Canada, le Parti libéral du Canada, se promettre que lui aussi va faire en sorte que les pouvoirs se rapprochent davantage des centres de décision. Dernier point, le Canada est déjà un pays très décentralisé. En fait, ça aussi, c'est une autre chose qu'on a bien démontré, c'est la fédération la plus décentralisée. Donc, le Québec a déjà beaucoup de marge de manœuvre et il en aura encore davantage qu'il élise M. Chrétien ou M. Charest. Monsieur Laforêt, oui. Est-ce qu'il y aura un effet Charest, là? Monsieur Charest était très éloquent ce soir. Est-ce que c'est un élément, ce que les gens du non peuvent jouer là, à leur avantage? Bien, je commencerai par dire d'abord que je n'oserais jamais expédier la réputation de sérieux de mon collègue en 15 secondes. La dimension fondamentale, et M. Dion l'a utilisé, il a employé le mot, et ça a un effet très pédagogique. L'adresse à la nation. Oui. À quelle nation, M. Chrétien, va-t-il parler? À la nation canadienne ou à la nation québécoise? C'est ça le malaise fondamental. Le problème fondamental sur le plan de la définition du pays, c'est que les Québécois qui ont cru au Canada ont cru à la Fédération canadienne. Mais en 1982, depuis 1982, ce Canada-là, qui est d'abord avant tout une fédération, d'après moi, selon mon interprétation, il n'existe plus. Le Canada est devenu une nation. Le Canada anglais conçoit son pays comme une nation. Et M. Chrétien, lui, lorsqu'il parle en anglais, il n'emploie jamais le mot fédération pour décrire le Canada. Il se considère, lorsqu'il parle en anglais, comme le seul national leader, le chef national, du seul parti national, à la tête du gouvernement national. Et vous, Radio-Canada, vous êtes le réseau national et demain, il va parler à la nation. Et la nation à laquelle il va parler, c'est à la nation canadienne, celle à laquelle il consacre tout son temps, depuis une trentaine d'années. Et donc, ça, c'est fondamental. M. Chrétien, c'est un nationaliste canadien. Et en 82, avec M. Trudeau, il a donné au pays des institutions pour renforcer la dimension nationale. M. Laforêt, il reste une minute. Je veux donner une chance à M. Dion de... Si je puis terminer... Oui, vous voulez avoir le dernier mot aussi? Non, je n'aurai pas le dernier mot. Je vais lui accorder. Mais c'est ça le point fondamental, c'est qu'ils veulent faire du Canada une nation. Et je pense que c'est ça à quoi une majorité de Québécois sont opposés. Monsieur Dion, alors, vous aurez le dernier mot. Le dernier mot, j'ai demandé à mon collègue de parler d'autre chose que de reconnaissance constitutionnelle. Il en a été incapable. Il veut qu'on se sépare parce qu'il y en a qui appellent le Canada une nation. Bien, ça n'empêche pas les Québécois de se sentir comme une nation, d'avoir leur drapeau, leur hymne national, leur culture, leurs écoles à gérer, leurs hôpitaux, et de jouer leur rôle à Ottawa. Qu'il y a différentes définitions de la nation canadienne ou de la nation québécoise. Essayez donc aux États-Unis de leur demander de s'entendre sur la définition de la nation. Demandez-leur donc de réécrire leur vieille constitution. Vous allez voir ce pays éclater. Demandez aux Français de faire la même chose avec leurs 22 régions pour leurs problèmes corse. Si on tenait ce discours-là, il n'y aurait pas un seul pays au monde qui résisterait au test que veulent leur faire passer les gens du oui et M. Laforêt. Messieurs, M. Dion, M. Laforêt, je vous remercie beaucoup. C'est tout le temps que nous avons. Je vous remercie beaucoup. N'oubliez pas donc que demain, M. Chrétien s'adresse à la nation et les forces du oui tiendront une assemblée à l'auditorium de Verdun, le même auditorium où se trouvaient les partisans du non ce soir. Le point y sera évidemment. Après la pause, nous vous parlerons des indécis. Pour vous mettre en appétit, je vous propose un extrait d'un monologue du comique Daniel Lemire qui a fait son portrait de l'indécis. Bon, si je comprends bien, là, pour répondre oui ou non. Il me semble que j'aurais aimé mieux vrai ou faux, mais... Il me semble que ça aurait été plus facile, ça. Mais, faut pas que je vote à légère, là. Je vais examiner les deux côtés. Ils disent que si on vote oui, on fera plus partie du GATT. Il y a des questions à se poser. Comme c'est quoi le GATT, ça, justement? Que ce soit à Péribonka, Kamouraska, Port-au-Percy, La Croche, Montréal, Wakefield, où que vous habitiez, vous pourrez voter au référendum si votre nom est sur la liste électorale. Vous pouvez encore vous inscrire en vous rendant au bureau de votre directeur du scrutin entre le 18 et le 25 octobre. Où que vous habitiez, vous comptez. Que ce soit à Val-d'Or, Plon-Sablon, Couillac, Gaspé, Montmagny, Lévis, Beauport, Les Saules, Trois-Rivières, Rimouski
Chicoutimi et maintenant, Rivière-du-Loup. Et notre grande vente se poursuit dans tous les magasins Ameublement Tanguay. Profitez-en pour venir voir la nouvelle gamme des produits Général Electric, la série Profil, avec un lave-vaisselle doté d'un système de lavage unique à Général Electric et complètement silencieux. La cuisinière, tableau électronique, dessus en serrant et le four à convection. Le réfrigérateur, c'est un 19 pieds cubes avec tablette de verre scellée. Et voici maintenant le fameux duo laveuse et sécheuse de Général Electric. La laveuse est dotée d'un système de suspension qui élimine toute vibration. Également, la plus grande capacité sur le marché, comme d'ailleurs la sécheuse Général Electric. Ces produits, comme toute la marchandise chez Ameublement Tanguay, sont payables dans 1 an. Et vous courez la chance de gagner jusqu'à 35 000 $ de prix chez Ameublement Tanguay. Ameublement Tanguay, toujours plus près de vous pour mieux vous servir. Antiquité Les Choux Gras fête le premier anniversaire de son magasin entrepôt du 1240 Charest-Ouest. Plus d'1 demi-million d'inventaire. Des ensembles complets de salles à manger, des mobiliers de chambre à coucher et de salon dans des styles parmi les plus recherchés. Aussi, un vaste choix d'articles à des prix souvent moins chers que le neuf. De plus, un service professionnel de décapage et de restauration rendra à vos meubles leur lustre d'antan. Les Choux Gras, l'antiquité au goût d'aujourd'hui. Certaines personnes sont nées pour conduire une grande dame. La grande dame de Pontiac, la passion de conduire. Il y en a d'autres qui disent de voter non, parce que le non équivaut à un oui au non. Sinon, ça va être oui, et le oui est un non au non. C'est vrai, ça, oui ou non? Là? Hey, c'est plate pour que ça soit plus là. Lui, il aurait tranché ça. Là. Voilà, c'était un extrait de la caricature mordante qu'avait faite Daniel Lemire des indécis. Mais plus sérieusement maintenant, un rassemblement politique comme celui que tenaient ce soir les ténors du non, comme en tiendront ceux du oui demain au même endroit à Verdun, vise d'abord à remonter le moral des troupes, à montrer que l'option que l'on défend est populaire. Mais les organisateurs du oui ou du non ont un problème qu'ils traînent comme un boulet, de sondage en sondage, qui sème le doute dans leurs esprits. Peu importe les sondages, peu importe qui mène, depuis le début de la campagne, il y a toujours de 10 à 15 % d'indécis, de ces indécis décrits par Daniel Lemire, des discrets qui refusent de répondre aux sondages. La vraie bataille se livre sur le front des indécis et au-delà des grands rassemblements, les machines des deux options ont lancé dans la mêlée de véritables commandos de partisans chargés de faire pencher les indécis chroniques du bon côté. Bertrand Hall et le réalisateur Pierre Devrode ont suivi cette bataille des indécis. Les gens qui ont des idées différentes, on les respecte. C'est la manière de le dire, on peut tout dire. C'est la façon de le dire. On va reparler de ça cet après-midi. Si on n'est pas convaincu, on ne sera pas congruent et notre message ne passera pas bien. Donc on est là aujourd'hui pour savoir comment. Puisqu'on est convaincu, puisqu'on passe la journée ici, on va passer notre message de façon congruente. C'est vrai qu'il faut être déjà pas mal convaincu pour s'enfermer dans une école un beau samedi d'automne. Une classe aussi volontaire qu'hétéroclite. Professionnels, fonctionnaires, étudiants, retraités ou bien chômeurs, ils sont avant tout des partisans du oui. Ce cours d'un jour, c'est la panoplie du parfait petit convaincant. Pas pour soulever les foules, juste persuader, un par un, autour d'eux, chez eux, à leur travail ou dans leur rue. Quand on n'a pas toutes les réponses, à la place de dire une réponse qui est fausse, lui dire tout simplement, je vais m'informer, par la suite, je te donnerai les informations. C'est les gens qui sont indécis, c'est les personnes qui se posent des questions par rapport à leur concret, à ce qui est concret pour eux, ce qui est proche d'eux. Ça ne donne rien de lui parler d'économie ou de relations internationales, ça ne les intéressera pas. Ce qui va les intéresser, c'est de savoir s'il va y avoir de la job, c'est de savoir c'est quoi qui va se passer là, par après. Là. Dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours. Gracieuseté d'une coalition de divers groupes ou syndicats, des partenaires pour la souveraineté, la boîte à outils pour faire dire oui